Et donc bienvenue à vous. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Myriam. Oui, Donc merci à toi. Myriam, je suis ravi déjà que tu m'accueilles dans ton lieu. On va en Mmh. parler. Mais avant de parler du lieu, on va parler de toi. Donc je te laisse te Ouais, présenter aux personnes qui ne te connaissent pas. avec plaisir Yann. Moi c'est Myriam, Myriam Walter. Je viens, récemment, donc il y a 1 mois et demi maintenant, d'ouvrir mon cabinet. J'ai pratiqué pendant 17 ans le métier d'infirmière et j'ai décidé, de me former, en tant que naturopathe, sophrologue de formation caïcédienne et praticienne énergéticienne. Donc avec toutes ces casquettes, je me suis lancée à ouvrir mon cabinet bien-être et grâce à l'accompagnement de Yann. Merci. Donc on va en parler un petit peu parce que là Oui, on est effectivement à la fin du film, à la fin du ouais, processus. mmh, Il y a eu beaucoup de chemin. Il y a eu beaucoup de oui, chemin. Donc ça fait presque 2 ans 2 ans, qu'on est mmh, en travail ensemble. tout à Donc fait, sur ce projet-là. Un projet de reconversion professionnelle. oui, Donc on sait que voilà, ça nécessite beaucoup d'engagement. Tu as eu une période quand on s'est rencontrés, tu étais en double formation. mmh, Tu tout à étais fait. encore salariée, me semble-t-il, donc tu Mmh. étais encore infirmière. Est-ce que tu peux essayer de te replonger à ce moment-là de ta vie? Voilà, comment c'était pour toi? Alors c'était un moment, compliqué où je savais qu'un changement devait opérer, dans ma manière de vivre aussi et dans l'accompagnement. Donc beaucoup de questions et de remises en question sur ma manière d'accompagner les personnes. Et grâce aux formations que j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit à un moment donné que c'était le bon moment Mmh. euh, dans, ouais, de m'engager dans cette démarche de réelle reconversion. Mmh. Ouais. Au-delà de la reconversion, pour moi, ce que j'ai perçu en fait de toi, c'était que c'était un moment où effectivement tu avais aussi une perte de sens, peut-être par rapport au métier que tu Tout à exerçais, dans les fait. conditions que tu les exerçais, Ouais. hein. On pense à toutes les personnes qui sont dans le domaine du Mm, soin. C'est compliqué parfois quand on a une passion et un métier qui nous tient à cœur depuis mm, des années, de voir que les personnes qu'on accompagne ne sont pas traitées comme on le souhaiterait de nous. mm. Donc ça aussi, ça vient heurter des valeurs. Et c'est peut-être aussi peut-être un événement déclencheur qui t'a fait. Et totalement. C'est totalement ça. Plus en accord du tout avec les valeurs. Ouais, les valeurs et perte de sens du coup dans l'accompagnement qui pour moi l'être devrait être au cœur vraiment Mm, de l'accompagnement. Et du coup, ça a perdu à un moment donné le sens dans mon positionnement. mm, Donc voilà, aujourd'hui, je retrouve le sens dans la pratique. tant mieux. Ouais. Et c'était du coup l'objectif de pouvoir aussi travailler en accord avec Mm. ces valeurs. Ouais. Donc super important les valeurs, Mmh. hein. Ouais. C'est des choses qu'on a en nous, qui sont ancrées et qui nous déterminent aussi dans nos actions. Mmh. C'est-à-dire si on a, même dans les relations, si on a des valeurs, des personnes avec qui on rentre en connexion, qui ont les mêmes valeurs que nous, ça va être forcément un peu plus facile Mmh. de se mettre en mouvement avec ces personnes, voilà, de créer du lien et de les accompagner pour le Mmh. coup. Si on se remet sur cette période aussi, il y a eu d'autres événements déclencheurs par rapport aussi à ton état de santé, si tu souhaites en parler, Mmh. par rapport la surmenage aussi par rapport au travail, très certainement. Alors il y a eu les deux. Après, je pense que l'état de santé est quand même le reflet de certains facteurs qui dysfonctionnaient, Mm, en tout cas dans une globalité, je pense. Et la maladie, effectivement, a été un déclencheur pour moi de me remettre en question aussi par rapport c'est bien de soigner l'autre, d'être porté sur l'autre, mais voilà, qu'est-ce qu'à cette période, du coup, je faisais pour ma santé, pour mm. moi, pour mon équilibre. Donc j'étais voilà, au départ dans cette remise en question aussi d'aller vers moi, vers ma santé. Ouais. Ouais. Donc c'était un moment très charnière. C'est pas neutre, hein, Ouais. parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu étais engagé vers l'aide aux autres, Mm, et souvent on s'oublie. Parce que quand on passe du temps, des heures, mm, des semaines de travail, des mois et des années, on est ancré dans des mm, habitudes. Et c'est encore de prendre conscience qu'à un moment donné, c'est bien ce qu'on fait parce que c'est ce qui nous anime, mais il ne faut pas s'oublier. mm, Et là, il y a quelque chose qui s'opère en toi et qui te dit, là, il faut que je fasse aussi ce que j'ai envie, qui me fasse du bien déjà, mm. qui m'améliore mon quotidien, ma santé, mon énergie, pour pouvoir ensuite peut-être faire réaliser un projet plus grand. Tout à fait.
Et c'est souvent une question qu'on ne se pose pas. Au final, la notion de plaisir, on n'est pas dans le besoin futile. Là, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait du bien à moi, qu'est-ce qui a du sens. Et dans mon travail et dans les accompagnements que je propose aujourd'hui, en tant que naturopathe, on est vraiment là-dedans. En tant que sophrologue, évidemment aussi parce qu'on retravaille sur notre corporalité et les valeurs, qu'est-ce qui s'exprime. Et on est toujours dans le mouvement. On a pu avoir tel fonctionnement, mais c'est pas une finalité en soi. Et s'autoriser à se re-questionner, c'est aussi ça qui permet après d'être en équilibre et en accord avec tout le reste. Ouais, c'est cette recherche aussi d'équilibre, comme tu dis. Ouais. Et dans le monde professionnel, hein, qu'on soit entrepreneur ou salarié, c'est une vraie quête à un moment donné, parce que quand on a déjà connu la perte de sens, des horaires de travail décalés, une surcharge de travail, donc ça met une charge mentale, et forcément, derrière, on manque d'énergie pour nous, pour prendre soin de soi, pour faire des activités qui pourraient somme toute être banales. On n'a plus le temps, et quand on se retrouve coincé, là on est en déséquilibre, et souvent c'est le corps qui vient le marquer. Et si on l'occulte, tôt ou tard on le somatise, et ça se répercute, et on a des grosses crises. Voilà, donc ça, c'est vrai que tu as eu cette chance-là d'avoir ce déclic à un moment donné, et d'aller vers ce qui t'animait. Voilà, donc grâce à ça, aujourd'hui, je peux dire, mais parce qu'un travail a été fait profond, hein, j'ai beaucoup de gratitude envers la maladie, clairement, qui s'est déclenchée, parce que c'est grâce à l'extrême seuil de douleur que j'ai pu ressentir qu'à un moment donné, j'ai pu m'arrêter, me re-questionner et changer plein de choses dans mes habitudes de vie qui, 2 ans après, m'ont amené à guérir. Voilà, ou en tout cas stabiliser et d'être en santé. Aujourd'hui, je me sens en santé. Oui, il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a encore 2 ans en arrière, donc tu avais le travail, puis tu avais aussi cet état de santé qui était un point de douleur bien focus, qui t'a paralysé à un moment donné. Donc c'est vrai que quand on veut être dans l'action, si on a un problème de santé, ça vient lourdement rajouter une difficulté. Tout à fait. Comment si tu te reprends là maintenant aujourd'hui, 2 ans après, mais si tu essaies de te remettre sur ce moment de ta vie, en termes juste d'organisation, de mindset, par rapport à tout ce que tu avais à faire en même temps, comment tu as réussi à trouver cet équilibre? Ça a mis du temps, hein. Vraiment, le point de départ, ça a été de me re-questionner et de remettre du sens. Mais du sens en tout, hein, à l'activité physique, à mon hygiène de vie alimentaire, à le temps qualitatif que je passais avec mon fils ou pas. Donc voilà, ça a été vraiment déjà de me reposer, moi, dans mes activités personnelles, mais qui ont aussi un impact, tout est lié, hein. Et après, de me dire, je veux toujours être dans l'accompagnement. Qu'est-ce que je pourrais faire à ce jour pour, du coup, aller vers un accompagnement qui me correspond. Voilà. Et c'est présenté du coup la naturopathie comme une évidence, hein, avec ma passion pour les plantes et toutes les méthodes naturelles. Et en suivant la sophrologie que j'ai découvert dans le cadre hospitalier, donc en consultation douleur. Et là, ça a été aussi une évidence quand j'ai vu à quel point commencer ce travail-là m'a profondément permis de me découvrir. Et du coup un changement profond assez rapidement au final. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, parce que comme tu l'as dit, on peut avoir une vision ou comment dirais-je, une idée, mais d'une pratique ou d'une thérapie brève ou d'une médecine alternative, mais ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que toi tu pourrais dire pour l'avoir ressenti de l'intérieur? Qu'est-ce que ça a changé en toi en fait? Une meilleure connaissance clairement de moi. La sophrologie, alors je précise bien caïcédienne, donc l'importance caïcédienne, parce que c'est la méthode vraiment originelle qui a été fondée, donc une méthode scientifique par un professeur espagnol. Et en fait, cette personne, donc par cette méthode, permet vraiment de travailler sur le dévoilement de la conscience.
pareil, ça peut faire peur, mais non, pas du tout. Vas-y. Donc on est vraiment sur des techniques de relaxation dynamique. Et en fait, avec plusieurs phases, donc on peut travailler sur du développement personnel, comme ça a été le cas pour moi quand on continue, hein, comme un sportif, l'entraînement de la conscience, mais on peut travailler sur des courtes périodes. Je prends l'exemple sur, par exemple, préparation à l'accouchement, sur un traumatisme. Moi, j'ai pu vivre un traumatisme où vraiment j'avais peur de revenir dans un IRM. Donc vraiment paralysée à l'idée de faire un examen. Voilà. Donc on peut travailler sur des choses à la fois très précises pour dépasser les peurs et surtout pour moi, ce qui est merveilleux dans cette méthode de sophrologie KICDN, c'est d'aller vers sa propre connaissance et donc toujours tourner vers le positif. Donc on arrive vraiment à la découverte de notre être profond. Alors ça c'est pas comme ça, hein. Et du coup avec toutes les capacités positives qu'on a à l'intérieur de nous. Donc les séances permettent de les manifester et du coup de prendre du recul après sur les événements de la vie en prenant les choses, alors pas en mode bisounours, hein, on n'est pas à positiver les choses, mais en fait c'est vraiment apporter un regard vraiment bienveillant envers tout ce qui se passe. Voilà. Et ça passe par nous-mêmes. C'est super intéressant parce que du coup, c'est vrai que quand moi, les personnes que je rencontre, que j'accompagne, allez, à 90%, elles restent coincées dans le mental par rapport aux événements de la vie, par rapport à une maladie, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Et c'est là où effectivement revenir au corps, revenir à soi, se découvrir. Quand on s'est un peu oublié, il y a peut-être des choses qui étaient plus naturelles quand on était enfant et qui le sont moins quand on est devenu adulte avec le poids des habitudes, etc. Donc ce travail intérieur, parce qu'il ne s'agit que de ça, permet de découvrir des ressources, comme tu l'as dit. C'est ces ressources qui vont nous permettre de changer de regard sur ce qui nous est arrivé, sur notre histoire, sur un traumatisme, ça peut être une phobie, tu l'as dit. Alors c'est pas que de la méditation et de la relaxation, ça va bien plus loin que ça. Est-ce que moi j'avais une question, c'était par rapport à Caicedo, donc la méthode que tu as étudiée de ce professeur. Il y a 12 degrés. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques lignes, c'est quoi ces 12 degrés Alors en fait, étape par étape, alors les 4 premiers degrés nous permettent, du coup on valide, hein, c'est ce qu'on appelle le cycle fondamental, donc qui permet après comme je le fais, de pouvoir exercer. Alors, c'est la base. Donc sur chaque degré, on travaille sur des choses spécifiques. Le premier, c'est vraiment le retour au corps. Voilà. Et en fait, tout passe par le corps. Mais c'est voilà. Dans le deuxième degré, on va plus travailler sur l'émotionnel, la futurisation. Sur le troisième degré, plus sur le passé, les événements passés. Donc, ça peut être très, très libérateur. Toujours sur un axe où on va chercher le positif. Oui, bien sûr. Voilà. Et le quatrième degré, on est vraiment sur les valeurs. Voilà. On y vient. Donc, le professeur disait tout est dans la méthode, mais dans les 4 premiers degrés. Après, on continue du coup sur les autres degrés à travailler sur tout ce qui est la vibration. Et au fur et à mesure, élément important quand même sur les degrés, c'est toujours lié à un système. Donc, on est sur les tissus. Donc, premier degré, on va plus être sur la peau. Après, on va descendre sur le tissu musculaire, ligamentaire et autres, le tissu osseux. Et après, on est sur les organes. Voilà. Et alors on descend après en conscience, en portant l'attention. On apprend, voilà, il y a plein de techniques qui se greffent en fait sur chaque niveau. En fait. Ouais, c'est super intéressant parce que du coup, effectivement, on parlait de libération émotionnelle. Oui. Donc, écouter son corps, c'est rentrer aussi dans cet état d'intériorité, ce silence, et ensuite arriver à localiser. Ou est-ce que comment le corps en fait nous indique la voie à suivre en fait, ou est-ce que c'est localisé dans son corps? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est à un autre endroit? Ça peut être un organe, ça peut être quelque chose de très précis, ça peut être une blessure. Toi qui es sportive, donc c'est dans ce cadre-là aussi, on peut être hyper focus sur un organe. Et c'est un vrai travail de chirurgien presque, à un niveau assez profond. Donc c'est ça que je voulais éclairer avec toi, parce que c'est vrai qu'on fait souvent des raccourcis, hein, quand on ne connaît pas les pratiques, on a tendance à dire
Cette Tout à pratique, c'est fait. juste pour se détendre. Oui, mais il n'y a pas que ça. D'avoir en conscience. Ça peut amener, mais alors au départ, moi, ça m'avait quand même énormément questionné. En consultation douleur, je m'étais dit, bon, ben, j'y vais, je n'aurai plus mal. Oui. Non, ça n'a pas du tout été ça au départ, parce que ce qu'on a fait taire pendant longtemps, quand on est sur ce niveau de conscience, du coup, peuvent apparaître d'autres douleurs. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, à un moment donné, quand on est arrivé sur un seuil de douleur inimaginable, on a mal partout. Tout le temps, partout, et on n'arrive plus à distinguer. Tout est dans le même panier. On n'est pas bien et on a mal. Trop d'où ça vient, quoi. De redonner du sens, en fait, à chaque endroit, chaque partie du corps, c'est aussi laisser les choses à leur place. Au niveau émotionnel, c'est pareil. Donc, on peut vivre une émotion, du coup, être sur l'accueil de l'émotion, du coup, s'en libérer. Ou en tout cas, ça prend plus toute la place. Donc, on n'est plus associé à cette émotion-là ou cette douleur-là. On reprend du sens pour son être. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis parce que effectivement, la notion de sens, c'est qu'on va y porter, l'attention qu'on va y porter, entre l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes, hein, Tout à fait. et des fois on surenchérit sur un événement, on en rajoute, des fois comment dirais-je, on rumine. Donc il y a l'événement qui a une taille comme ça, qui devient un gros événement. Au final, de remettre du sens, de refaire le tri un peu, de balayer tout ça, ça permet d'aller un peu mieux, d'être un peu plus léger, quoi. Et par rapport aussi aux valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure, souvent, il peut y avoir aussi un déclencheur qui est, ça nous a heurté tellement fort au niveau de nos valeurs personnelles, qu'il y a une espèce d'effondrement, une focalisation sur un événement. Je pense notamment au domaine du travail, hein, quand on est heurté en permanence, ça vient nous chercher très profond, en fait. Et des fois, on pense qu'on peut encaisser, puis à un moment donné, malheureusement, il y a des personnes qui ont des burn-out aussi, et c'est un peu ça aussi l'événement qui vient cristalliser tout ça. On a heurté des valeurs, on est en surmenage, et à un moment donné, ça vient nous impacter au niveau physique. Donc ça, tu nous as parlé pour la naturopathie, c'était plutôt ton amour des plantes. Oui, à la base, c'est ça. La nature au sens large. Ouais, mais aussi des techniques naturelles. C'est aussi redonner du sens. Aujourd'hui, on est plus à vouloir prendre des comprimés anti-inflammatoires ou des gels, mais on ne travaille pas sur le sens profond des causes. Donc la naturopathie est là pour ça. En tout cas, le premier bilan de vitalité en consultation permet vraiment de poser les choses à l'instant T sur l'être qui est en face. Je disais, Yann, tu as des prédispositions qui ne sont pas les mêmes, tu n'es pas Myriam, tu n'es pas ton collègue. Et en fait, redonner du sens à la personne en fonction de son terrain, donc des antécédents familiaux, de son mode de vie, c'est aussi reprendre sa vie et ses responsabilités en main. Ouais. Et on entend beaucoup de choses sur Internet, hein, tu devrais prendre telle tisane, mais c'est aussi se poser, se questionner et faire les choses en sécurité. On ne prend pas n'importe quelle plante. L'activité physique, si je te dis aujourd'hui, il faut aller faire du running, du machin, et que tu n'es pas du tout là-dedans, tu pourrais te blesser, te faire mal. Donc c'est redonner, l'activité physique c'est important, mais pour toi, quelle est l'activité adaptée? Et au-delà des plantes, il existe plein de techniques naturelles. La sophrologie en fait partie, le reiki que je pratique aussi en fait partie. Mais c'est autant d'outils qui seront plus ou moins adaptés à chaque personne. Effectivement, c'est important de parler d'alimentation. On parlait des sportifs, mais pas que. Hein. On est dans une société de consommation malgré tout, donc c'est vrai que c'est tellement facile d'avoir un raccourci, de dire je vais prendre une tisane ou une plante, j'ai vu ça sur internet, et puis souvent les gens ils s'arrêtent à ça et puis ils vont acheter, consommer bêtement un produit, et au final s'ils l'ont pas intégré en conscience, s'ils n'ont pas fait ce travail là plus profond que tu apportes avec ton diagnostic, ça va faire presque aucun effet, ou pas l'effet escompté, hein, sans compter l'effet placebo aussi qu'il y a derrière, qui peut améliorer les choses. Mais c'est pas juste la plante en fait, c'est qu'est-ce qu'on met derrière en fait, le sens qu'on y met, et vraiment le travail global, l'alimentation, d'autres techniques comme tu disais, puis et que ça soit écologique pour la personne. Donc moi c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. De la même manière, effectivement, une personne qui n'a jamais été accompagnée, déjà elle saute le pas à un moment donné de sa vie.
C'est une première étape, c'est un changement de cap déjà. Et ensuite, il faut s'adapter à son rythme aussi. Tout à fait. Parce que sinon, ça va être trop pour elle. On parlait d'émotionnel, etc. Il y a des choses qui peuvent remonter. Comme tu l'as dit, il peut y avoir une douleur, et puis finalement, il y en a 3 ou 4 derrière. Donc, ça fait beaucoup à un moment donné. Et puis la personne, elle est tellement submergée qu'elle n'est même pas en capacité d'être accompagnée. C'est du too much, ça déborde. C'est là où il faut effectivement être en conscience et bienveillant et professionnel pour amener un cadre sécurisant pour les personnes accompagnées. Sécurisant et toujours en complémentarité. Ça, je le redis à chaque consultation. Avec les médecins. On ne remplace pas le médecin. C'est important de le rappeler. Ou tel professionnel. On va travailler sur l'émotionnel. S'il y a besoin de voir un professionnel, un psychologue ou un psychiatre, c'est en collaboration. C'est ça. Chaque pratique a Par contre, ce qui est intéressant, je reviens sur la pathologie inflammatoire. Il existe plein de techniques qui peuvent être mises en place en conscience, que ce soit sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur des cataplasmes d'argile, avec certaines huiles essentielles. Enfin, plein de choses en tout cas qui sont possibles et totalement adaptées avec des traitements ou dans un contexte de pathologie et qui aident vraiment à apporter des choses bénéfiques pour la personne. Donc on a parlé de naturopathie, on a parlé de sophrologie, tu as une troisième casquette, parce que une fois qu'on est dans cet univers-là et qu'on découvre des choses qui fonctionnent, pour soi, pour les autres, ça donne envie d'aller explorer encore d'autres niveaux et d'autres techniques. Alors est-ce que tu peux nous parler du Reiki? Parce que moi j'en ai entendu parler il y a plus de 20 ans en arrière. J'étais amateur d'arts martiaux, donc tout ce qui était oriental, que ce soit l'acupuncture et autres, les énergies, ça me parle. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un peu plus accepté dans la société actuelle, parce qu'il y a eu un vrai éveil de conscience depuis déjà 10 ans. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le Reiki? Comment tu l'as rencontré? Comment tu l'as expérimenté? Alors moi, j'ai rencontré le Reiki avec ma ancienne maître Reiki il y a plus de 6 ans. Dans le contexte du coup soignante, infirmière. Je revenais travailler dans le Lot-et-Garonne, en EHPAD. Et j'ai été vraiment choquée de voir à quel point il y avait un désert médical avec des personnes qui souffraient, qui n'étaient pas soulagées. Donc j'ai eu cette démarche, j'ai rencontré cette personne-là. On rencontre jamais les personnes par hasard. Et ce qui m'a permis de recevoir des soins, mais aussi d'être rapidement formée au premier degré et de me rendre compte qu'effectivement, oui, avec l'énergie, quand je faisais quelque chose sur la personne, toujours en demande évidemment, ça fonctionnait. Ça calmait des urgences, crise d'otite, des douleurs qui pourtant étaient suivies par des médecins, mais des douleurs qui n'étaient pas soit prises en compte en tout cas, où la personne n'était pas soulagée, et ça fonctionnait. Donc ça a été vraiment un éveil pour moi de conscience aussi, parce que je sortais de réanimation, dans un contexte où tout était carré, cadré, contrôlé. Protocolaire. Et c'est vrai que ce monde d'EHPAD où là, c'était un fonctionnement totalement différent, et ça m'a permis quand même aussi une ouverture de pratique qui s'est manifestée positive très rapidement. Donc j'ai continué les degrés. Mais vraiment dans le cadre de démarche personnelle et pour après avoir un outil supplémentaire en tant qu'infirmière, après coordinatrice, donc dans le management. Quand j'ai décidé du coup vraiment en tant que naturopathe, sophrologue, d'ouvrir mon cabinet, je me suis dit là j'ai envie de nouveau de refaire 6 ans après le parcours complet pour vraiment l'intégrer en tant que professionnel. Voilà, donc là, donc j'ai retrouvé un maître Reiki et là j'ai passé déjà les 2 premiers degrés de nouveau avec une autre approche, parce que je me suis découverte différente, vraiment différente 6 ans après, et aujourd'hui j'espère du coup aller jusqu'au 4e degré pour pouvoir après transmettre et former à mon tour. C'est mon objectif. Une belle rencontre en tout cas, tu nous as donné envie de découvrir, d'expérimenter cette pratique énergétique, on le rappelle, qui est effectivement orientale et qui a fait ses preuves aussi, qui est maintenant, on va dire, un peu plus acceptée dans le milieu médical, c'est ce que j'en comprends. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de médecine douce qui étaient vues un peu au banc des accusés, avec un regard un petit peu
méfiants, et que ce soit le Reiki, je pense même à l'hypnose, à d'autres pratiques comme la sophrologie. Maintenant, aujourd'hui, elles sont complètement intégrées, en complémentarité des soins traditionnels. Et d'ailleurs, je connais un maître Reiki qui pratique du coup à Barbotan-les-Ternes sur les cures, qui est vraiment sur toutes ces périodes-là présent. C'est vrai que il y a aussi une question de, comment dirais-je, de cadre aussi de vie. Moi, je vois souvent, moi je viens du milieu rural depuis plus de 20 ans, j'ai fait les deux, l'urbain et le rural, et dans la ruralité en tout cas, le guérisseur, le rebouteux, c'était accepté en fait, on le savait, et on se redonnait le nom de bouche à oreille, le fameux bouche à oreille, sur ces personnes-là en fait, qui avaient vraiment un don, mais qui l'ont travaillé au contact de la nature, et avec une pratique qui était très naturelle en fait, sans ostentatoire, sans pratique même commerciale sans vente de produits additionnels. C'était vraiment quelque chose où les personnes venaient spontanément. La personne essayait, si je peux faire quelque chose pour vous soulager, je vais le faire. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais auquel cas, il y avait quand même des résultats. Et les médecins aujourd'hui sont peut-être un peu plus ouverts aussi à recommander ce genre de praticiens quand ils sont sérieux et qui sont respectueux aussi des... Ça commence. Ouais. Juste pour préciser, le Reiki, c'est vraiment une méthode naturelle qui est transmise par un maître, à la différence du magnétisme. On a tous du magnétisme, tout est énergie, mais on développe la capacité, donc en étant initié, à transmettre l'énergie, non pas la nôtre, mais de l'univers en fait. Et c'est vraiment différent dans l'approche. Donc on n'est pas des gourous, on n'est pas, il n'y a rien de religieux ou de spirituel c'est vraiment une technique avec des principes, des valeurs qui nous sont transmises donc par un maître, et après que l'on travaille d'abord sur nous avant de pouvoir transmettre par des méthodes à l'autre, à une personne qui est demandeuse. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que les personnes viennent aux praticiens parce que il y a aussi un rapport de confiance à un moment donné pour pouvoir aller vers ce genre de pratique, dans tous les cas, quelle que soit la pratique. Le rapport de confiance est essentiel. Ok, écoute, ça donne envie en tout cas de tester, découvrir ça sur ton cabinet, donc qui est sur Agen, donc on y est. On y est. Donc là on est chez toi, donc merci de nous recevoir ici. Merci à toi. On va dire, le local, il symbolise aussi beaucoup de choses. C'est la transformation, parce que c'était pas du tout comme ça quand on s'est connus il y a 2 ans. Donc il y a eu ce travail-là aussi de mettre en forme entre l'idée et le projet, et le créer physiquement. C'est la concrétisation de ces 2 ans-là. J'imagine que ce local-là, il a une importance pour toi particulière. Ouais, vraiment, je m'y sens bien et j'ai plaisir à recevoir. Je sens aussi que les gens sont heureux de venir ici et repartent avec le sourire. C'est important. donc pour moi, c'est important. Un lieu modulable, donc c'est vrai que j'ai vraiment plaisir à sortir ma table de soins quand je suis en pratique de Reiki, mettre le bureau de côté pour recevoir et pratiquer la sophrologie, ou recevoir en consultation de naturopathie. Donc voilà, ces différentes casquettes, ces différentes pratiques qui sont ce que je suis devenue en tant que professionnelle aujourd'hui, me permettent d'exister grâce à ce lieu. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ce lieu aussi. En plus, c'est des pratiques qui peuvent se faire soit debout, soit assis, soit allongé, à distance, ou touché, en fonction du besoin de la personne aussi. Du besoin, des capacités du moment de la personne. Et c'est ça que je trouve très beau dans les premiers accompagnements que j'ai eus. Certaines personnes sont venues juste pour une problématique, sur du bilan de naturopathie, et finalement pratiquent aussi la sophrologie. C'est complémentaire. Voilà, donc ils n'iront pas forcément vers les pratiques Reiki, mais dans tous les cas, chaque outil va sur le même objectif, de mieux-être, de découverte de soi. Et après, on s'adapte. On s'adapte.
Sur ce parcours-là de 2 ans, donc tu as parlé de mon accompagnement. Alors moi, j'ai un souvenir très précis, parce qu'on n'a pas expliqué effectivement comment on s'est rencontrés, dans quel cadre. Donc j'organisais mon premier Humanist Therapy Challenge. Premier ou deuxième, je sais plus. Oui, non, le tout premier. Et du coup, j'avais proposé aux personnes qui me regardaient sur mes réseaux de poser une candidature spontanée en vidéo. Donc déjà, c'était un premier challenge. Parce que les personnes que j'accompagnais souvent avaient cette petite réticence-là à se proposer en vidéo, même juste être sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est ce que tu m'avais dit dans ta vidéo, que tu n'étais pas du tout dans les réseaux sociaux, que c'était pas du tout ton truc, et que voilà, tu ne savais pas si tu étais trop tard ou pas pour participer, et tu étais arrivé genre une heure avant que je clôture le challenge. Je me rappelle très bien parce que j'avais des notifs qui tombaient, une deuxième, troisième, une quatrième personne, et du coup j'avais prévu 5 personnes, j'étais à 10 et puis j'étais à 11 après, enfin c'était complètement fou. Et donc tu es arrivé dans les dernières et je vois cette vidéo, et comment tu étais à toi à ce moment-là de dire je le fais, j'envoie, voilà, encore une fois l'état d'esprit de ce moment-là, est-ce que tu t'en rappelles? J'avais envie de me challenger en fait. Je trouvais ça très rigolo parce que ça me ressemble pas du tout. Je suis tombée sur ta présentation sur Facebook et j'ai dit mais oui en fait ça me correspond trop. Voilà. Donc c'était vraiment curieux parce qu'à la fois je crois que je venais juste me réinscrire sur Facebook, enfin de rouvrir mon compte. Je tombe sur sur cette idée de challenge. Et en 2 minutes, j'avais fait ma vidéo présentation avec ce que j'imaginais, et aussi dans l'idée quand même et qui reste important pour moi, de trouver des partenaires. Ouais. J'avais vraiment envie de faire un projet de reconversion, mais après qu'il y ait du sens aussi de partager, pas être seule Myriam dans mon coin, alors qu'aujourd'hui j'ai quand même fait le choix d'ouvrir mon cabinet avec prénom et mon nom, parce que c'est important aussi qu'on me reconnaisse moi en tant que professionnelle. Évidemment. Mais aussi dans l'idée d'aller plus loin. Et là, on est aux prémices de ça. Voilà, je sens. Alors, je précise quand même qu'on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève avant. Non. Même si on est sur le même département, on ne s'était jamais rencontrés. Donc c'est vraiment pur hasard. Je poste, tu vois une vidéo, tu cliques, tu te présentes, et puis du coup, je t'annonce que effectivement tu es pris sur le challenge. Donc la première version du challenge, on était sur 5 semaines, parce que j'étais aussi salarié. Donc du coup, après le travail, j'enchaînais sur le challenge avec les personnes qui étaient présentes, donc les 11 entrepreneurs et entrepreneuses. Et du coup, en plus, donc c'était 5 semaines, une fois par semaine en groupe et une fois en individuel aussi. Donc on avait 5 séances individuelles. Et à la fin, du coup, j'avais décidé d'offrir un accompagnement d'1 an à un gagnant ou une gagnante, et on a fait un tirage au sort. Et même ce tirage au sort avec des petits bouts de papier, et c'est ton nom qui est sorti. Donc c'était, voilà, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Je me suis dit, moi, je vais pas gruger, je vais vraiment mettre tous les noms, etc. Et j'ai dit, j'aimerais idéalement que ça soit cette personne, parce qu'elle est sur mon département et dans l'esprit de collaboration, d'ouverture sur quelque chose de plus grand, avec plusieurs praticiens, etc. Et c'est tombé sur toi, donc j'étais ravi pour toi et pour moi, du coup. Et voilà, donc après, on a travaillé cet accompagnement pendant 1 an, et suite à ça, on a même débordé un petit peu, et puis ça a donné la création de ton entreprise. Il y a eu d'autres personnes aussi qui t'ont accompagné. Encore une fois, je remets les choses dans un contexte où j'ai découvert effectivement qu'il y avait d'autres personnes, chacun et chacune avec leur domaine de compétences, qui ne sont pas non plus totalement tous dans le bien-être, on a des artisans et autres. Donc il y a des personnes qui t'ont englobé, entouré dans cette période de transition professionnelle. Tout à fait, et heureusement. Et c'est là où vraiment j'insiste sur les personnes. On dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, et c'est vrai. C'est pas parce qu'on travaille en accompagnement bien-être que nous-mêmes n'avons pas besoin d'être accompagnés. Il faut s'autoriser en fait à faire appel aussi pour conserver ou rétablir un équilibre aussi à différents professionnels. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a de vraies amitiés qui se sont créées, que ce soit avec des médecins, avec différents praticiens. Voilà, parce qu'au-delà des compétences qu'on a pu après partager les uns les autres, mais il y a vraiment un rapport d'être à être qui se fait, et qui a vraiment tout le sens pour moi, qui donne du sens en tout cas, voilà, en la vie. Moi je vais très loin, mais c'est comme ça que je le ressens.
Et je reviendrai juste sur le challenge où moi j'ai été vraiment... donc au départ, je me suis challengée en disant allez, vas-y, fais-le. Et j'ai découvert, en fait, je n'avais aucune idée que d'autres personnes étaient du coup loin du Maroc, avec des casquettes totalement différentes. Et j'ai trouvé que ce challenge avec les échanges du coup que tu as mené, mais de groupe, était vraiment d'une richesse extraordinaire, avec des problématiques communes, mais en même temps la manière dont tu as pu nous challenger était très individualisée, mais aussi ont permis, grâce à cette dynamique de groupe, de mettre en lumière certaines difficultés ou certaines forces. Enfin, en tout cas, c'était déjà un premier travail très profond en peu de temps que j'ai pu effectuer avant vraiment d'entamer cet accompagnement qui a été très riche pour moi sur une période où l'objectif quand même premier a été de travailler sur la confiance. Et oui, c'est important d'en parler. Effectivement, on peut avoir un projet, quel qu'il soit, un projet de vie, un projet de reconversion, un projet de création d'entreprise. Et en tout cas, ce sont des transitions de vie. Donc, c'est clair que ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. C'est un investissement personnel. Je rappelle qu'à l'époque, tu étais salarié, que tu faisais 2 formations, que tu as ta vie perso, ta vie pro, et que tu t'engages sur un accompagnement individuel. Et après, je précise que j'ai été licenciée économique. En plus, oui, effectivement, ça fait beaucoup. Et du coup, l'idée quand même, c'est pour ça que les formations, je voulais les faire rapidement en même temps, même si ça m'a demandé beaucoup d'efforts sur des grosses formations. Mais dans l'idée de pouvoir monter ce projet en suivant. Et comme tu l'as dit au tout début, c'est que tu as déjà, le goût de te challenger, donc 2, je décide d'y aller, et 3, j'y vais, quoi. Le passage à l'action, ça c'est, je le répète, mais je le répéterai jamais assez, c'est qu'à un moment donné, tu aurais hésité, tu aurais dit je vois ça demain, puis peut-être que tu n'aurais jamais envoyé cette vidéo et on n'aurait jamais... toujours ce conseil de poser des dates. Oui. Ça, tu me l'as dit, mais voilà, même si on pense à un moment donné que c'est peut-être pas encore l'idéal, mais voilà, il faut à un moment donné se lancer et être quand même accompagné. Je le vois, ouvrir une activité, une entreprise, ce n'est pas rien. C'est qu'une étape. On a beau avoir plein de casquettes et d'être compétent dans son domaine, être chef d'entreprise, ça challenge aussi. C'est encore autre chose. Ça, c'est un challenge, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, mais je pense que ceux qui sont déjà installés ou qui sont en projet, qui sont sur la finalisation et qui vont partir sur l'administratif de juste ça, déjà, c'est déjà une épreuve en soi. Et après, une fois qu'on a créé, il faut aller chercher des clients, il faut se positionner sur, faut chercher des partenaires. Et après, d'où l'importance de vraiment de pratiquer pour ne pas perdre l'équilibre. Oui. Parce que être salarié, ça peut être aussi confortable, avec des horaires, quelque chose de cloisonné, où on peut laisser le travail une fois le boulot terminé. Monter son entreprise, c'est quand même beaucoup d'investissement et il est parfois plus difficile de cloisonner les choses. C'est ça, comme tu l'as dit, tout est lié, donc la frontière, je vois bien, sur des problématiques professionnelles, quand des personnes viennent me voir, à un moment donné, ça déteint sur du perso, donc en fait, même si on a l'esprit, encore une fois, dans le mental, de vouloir cloisonner, la réalité nous rattrape. Donc si ça se passe mal au niveau professionnel, ça peut déteindre sur le perso, et si on a une problématique personnelle, ça peut être avec son couple, ou peu importe, ça peut interférer dans son activité. Donc il faut arriver, même si on est à des compétences, si on est fort mentalement, c'est encore une fois c'est bien, mais ça suffit pas, comme tu l'as dit, il faut continuer à travailler sur soi en permanence, se faire accompagner quand on en ressent le besoin et l'utilité, avec les bonnes personnes, il y a aussi ça. C'est pas tout d'être consommateur, encore une fois, de praticien X et Y, si on n'a pas ce lien de confiance, cette alliance thérapeutique, etc. Il faut que ça soit sain, vraiment, à tous les niveaux. Et ça vaut dans les affaires aussi demain, effectivement, avec des partenaires qui seront financiers, engagés financièrement, des investisseurs. On peut imaginer plein d'évolutions possibles, des associations, enfin voilà. Juste de travailler ensemble, c'est du temps, de l'énergie. Il faut que ça matche avec les personnes, il faut que les engagements soient réciproques, que ça soit équilibré, parce qu'encore une fois, on parle d'équilibre, mais c'est ça. Oui, et l'objectif étant vraiment de rester aligné.
donc dans ces valeurs et de garder le sens, on en discutait au tout début, mais parce que les choses elles bougent. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Je sais que voilà, en termes moi de démarchage, je n'ai pas envie de forcer les choses. Je veux recevoir au fur et à mesure ma clientèle, être sûr que les gens repartent avec quelque chose de qualitatif. Et je sais que je m'appuierai sur ce bouche à oreille après pour avoir une activité sereine. J'ai besoin de le vivre comme ça. Bon, j'ai besoin quand même aussi, à un moment donné, d'argent, comme tout le monde. On est entrepreneur, il ne faut pas l'oublier, donc voilà, on est plus salarié. Je fais aujourd'hui le choix, d'ici 2 mois, quand j'aurai voilà, pu vraiment démarrer, et avoir posé tout l'administratif, de prendre 2 jours de travail par semaine. Ouais. Voilà, mais parce que pour rester justement en accord avec mes valeurs et ce désir en fait voilà, de démarrer tranquillement, à ton rythme, mais sûrement. C'est mon propre rythme. D'autres le feront différemment, et c'est là où c'est vraiment important d'être à son écoute. C'est important, ouais, comme tu l'as dit, parce que chaque entrepreneur est différent. Oui. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on en parlait en off, où effectivement on vend des méthodes miracles à des personnes qui sont déjà fragilisées, sur des transitions de vie, etc. C'est facile à un moment donné, quand on soit dans le doute et dans le dur, d'aller se réfugier sur une formation, etc. Ça peut partir d'une bonne intention, il faut tomber sur la bonne personne, et encore une fois, il faut que la formation ou le coaching, peu importe, soit adapté, parce que sinon, en fait, on va juste s'embourber l'esprit dans quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous correspond pas, qui n'est pas adapté à son rythme, à son écologie, etc. Et là, c'est double peine, en fait, on va sortir un investissement financier, des milliers d'euros, pour la plupart du temps, et sur quelque chose en plus qu'on va même pas pouvoir intégrer, en fait. Je sais pas si, par exemple, j'ai pas de disposition pour apprendre les langues, et que je vais aller apprendre du chinois ou du russe, qui sont des langues les plus difficiles, je suis pas sûr de rentabiliser mon investissement, surtout si je l'utilise pas au quotidien derrière. Si je l'utilise pas professionnellement, il n'y a pas d'intérêt. Et voilà, là on parle de transformation intérieure, on parle d'évolution d'être, parce qu'on parle beaucoup des entrepreneurs, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais avant, il y a qui je suis. Et c'est la première question, si tu te rappelles bien du challenge, je l'avais posé, qui suis-je? Et pour être aligné, il faut déjà se connaître. Donc c'est c'est un travail de toute une vie. Et là, je rebondis sur l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier 1 an avec toi. Tu m'as vu changer, je t'ai vu changer aussi. Et oui. Et c'est en ce terme d'alliance que j'ai vraiment apprécié l'accompagnement qui était du sur-mesure pour moi, et toujours dans des valeurs de partage, mais communes, de bienveillance, vraiment. Et je te remercie vraiment pour ça aussi. Merci à toi. Voilà, parce que ça m'a permis vraiment par un rythme régulier d'1 fois par mois, en plus des formations, c'était pas évident, mais justement, de prendre ce temps-là m'a vraiment aidé à me poser, à vivre aussi ces changements, vivre aussi la manière dont je voulais créer mon entreprise. C'est quand même l'objectif de départ. Et ça, j'ai pu le faire vraiment en accord avec moi-même. C'est super important, merci pour ce témoignage. Merci vraiment. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir, moi, je suis comme toi par rapport au fait de laisser, que la qualité soit au rendez-vous. Donc ça c'est un objectif qui est pour moi essentiel, que les personnes aient le temps d'intégrer. Parce que par exemple, je pourrais créer un accompagnement, et j'en ferai certainement peut-être, sur 3 mois, avec un objectif très précis, avec une dynamique plus énergique selon la typologie de personnes. Mais là, encore une fois, on parle d'une transition de vie. Donc on ne peut pas se permettre, encore une fois, j'en vois tous les jours, en 3 mois, atteigner 10 000 euros par mois. Bon, voilà, des choses assez aberrantes, mais bon, voilà, il en faut. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, comme tu l'as vu, je suis sur du sur-mesure. Donc effectivement, si en face de moi, j'ai une personne qui est hyper dynamique, sportive de haut niveau, j'en sais rien, qui a un objectif de se challenger sur 3 mois, pourquoi pas. Mais pour moi, l'accompagnement n'a du sens que s'il est adapté à la personne. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle, chaque personne est différente. On parlait de confiance en soi, on va détailler ensemble, mais la confiance en soi, j'ai eu 80% des personnes que j'ai accompagnées qui avaient ce problème-là. Je me suis pas mis spécialiste de la confiance en soi, parce que même si j'ai des techniques, des méthodes, etc., chaque personne ne va pas le travailler de la même manière. Parce que voilà, on peut pas être généralisé en fait. C'est ce que je vois beaucoup de généralisation, et on ment aux gens en fait quand on généralise.
On parlait de l'alimentation tout à l'heure, soit des gens qui ont des problématiques de poids. Derrière la problématique de poids, il peut y avoir plein de choses. Oh, Il peut oui. y avoir un problème d'alimentation, il peut y avoir des traumas, il peut y avoir du stress, une mauvaise qualité de sommeil. Donc en fait, le vrai problème, c'est pas le poids, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et comme tu dis, si on reste en surface, on ne voit pas. Si on va creuser en profondeur, si on fait ce vrai travail, qui prend le temps qui doit être pris, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, mais en tout cas qu'il est adapté à la personne, là la personne elle se transforme véritablement. Et c'est durable. C'est pas du consommable, du jetable. Et c'est sur cet accompagnement que je suis. Voilà, on prend l'exemple du poids. Évidemment, il existe plein de types de régimes. Vous allez prendre telle poudre hyper protéinée. En 2 mois, vous aurez perdu 6 kilos. OK. Il y aura les résultats, mais après... Et après, derrière... C'est exactement ça. Donc, voilà. C'est important pour moi qu'on travaille tout le temps sur tous ces facteurs. Et pour revenir donc à ton accompagnement, c'est en ça où j'ai trouvé que c'était très qualitatif. C'est que du coup, j'ai eu vraiment la sensation d'être accompagnée, moi, en tant que Myriam, et moi, en tant que Myriam, qui a évolué au fur et à mesure. Je ne suis pas restée figée. Voilà. C'est un processus, c'est un mouvement. Ouais, très intéressant. Après, je te l'avais dit, avant de gagner le challenge, que dans tous les cas, j'aurais aimé être accompagnée par toi, mais financièrement, clairement, je l'aurais fait, comme tu disais, sur la création, sur la dernière partie, parce que ça faisait trop pour moi, et ça aurait été un accompagnement différent. Je ne regrette pas, au contraire, que ce soit passé comme ça. Oui, comme je dis, avant de créer l'entreprise, c'est bien d'avoir fait un travail sur soi. Pour savoir qui on est, comment on se présente au monde, qu'est-ce qu'on a envie de, qui on a envie de servir, comment on veut le faire, avec quelle éthique, avec quelle philosophie et quelle manière aussi d'être et de faire. En tout cas, merci Myriam pour ce beau témoignage, pour cette belle interview dans ton lieu, dans ton espace. Donc on va trouver tous les liens qu'il faut sous la vidéo. On pourra te contacter donc pour découvrir la sophrologie caïcédienne. La naturopathie, avec des bilans en naturopathie, et le Reiki pour ceux qui connaissent ou qui veulent découvrir dans ton cabinet sur Agen. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Avant de se quitter, est-ce que tu as un mot ou une phrase ou quelque chose que tu veux dire aux gens qui vont nous regarder? Osez prendre soin de vous. Vraiment, osez prendre soin de vous. Voilà, comme Myriam Walter, 3 pratiques, une vision, votre équilibre. Oh, c'est magnifique. Merci Yann. À bientôt.